Bonjour tout le monde. On va commencer le temps que, comme d'habitude, tout le monde nous rejoigne donc pour vous présenter le webinaire d'aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous pour ce troisième webinaire du cycle Changement climatique, transition écologique et éco-conditionnalité, les enjeux et les solutions, qui est proposé par la région Bourgogne-Franche-Comté en collaboration avec la SCOP Les Deux Rives et qui rythme notre mois de novembre jusqu'à début décembre, tous les mardis à cette heure-ci de 11h30 à 13h. Troisième rendez-vous aujourd'hui sur le thème des déchets de chantier. Vous êtes près de 300 inscrits et inscrites, élus, agents de collectivité, syndicats mixtes d'énergie, maîtres d'œuvre, concepteurs. On est ravis de cette mobilisation. Et j'en profite pour vous rappeler que ces webinaires sont enregistrés et seront disponibles en replay sur le site internet de la région Bourgogne-Franche-Comté. Stéphane Prédebon, je te passe la parole pour dire quelques mots sur la démarche de la région. Mhm. Aujourd'hui, pour privilégier les projets vertueux, la région elle a fait évoluer ses conditions d'aide et elle a mis en place une éco-conditionnalité. Pour vous accompagner dans cette mise en œuvre, la région vous propose un accompagnement non seulement en ingénierie, mais aussi par le biais de cycles de webinaires. Donc, le premier de ceux-ci, il nous permettra d'aborder les liens entre le changement climatique, la transition écologique et ses critères d'éco-conditionnalité afin d'examiner les enjeux et les solutions. Aujourd'hui, on abordera plus spécifiquement le domaine des déchets de chantier. Merci Stéphane. Donc, ce cycle de webinaire a pour vocation, comme tu le rappelais, l'acculturation et la montée en compétences des porteurs de projets en région Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de ce dispositif d'éco-conditionnalité autour du référentiel dont on va parler, qui est mis en place par la direction transition énergétique avec critérisation des aides régionales aux bâtiments et équipements. Et donc, ces critères sont appliqués aux thématiques qui sont les 5 sujets des webinaires qui nous rassemblent: eau, biodiversité, déchets, sobriété foncière et énergie. Pour nous présenter en deux mots, donc Hélène Lundman et moi-même Céline Ross, on est toutes les deux cofondatrices de la SCOP Les Deux Rives et nous avons le plaisir d'animer ces webinaires pour la région Bourgogne-Franche-Comté en tant qu'actrice de la transition écologique et accompagnant les professionnels du cadre de vie bâti vers la transformation des pratiques à l'aune des enjeux de l'urgence climatique. Nous œuvrons sur les sujets d'écologie du bâtiment au niveau national et notamment en région Bourgogne-Franche-Comté, en faisant monter en compétences et en mettant en réseau ces acteurs, professionnels et décideurs. Une expertise que nous déployons au travers de plusieurs métiers, dont la formation, l'animation du territoire, la création de ressources et le conseil au service du bâtiment alternatif. Et ce, en déployant une démarche, la démarche développement durable et qualité environnementale, la démarche DDQE. Aujourd'hui, on se retrouve donc sur le sujet des déchets de chantier. Marc Barra avait déjà commencé à nous parler de cette phase chantier la semaine dernière par le prisme de la biodiversité. Il nous rappelait l'importance de sa prise en compte dès cette étape du projet, qui passe par la sensibilisation des ouvriers et des points d'alerte sur les intrants et la délimitation des périmètres d'action. Aujourd'hui, on va, au cours de ce webinaire, continuer à explorer cette phase chantier par le prisme de la production et de la gestion des déchets. En effet, le BTP est le premier producteur de déchets et extracteur de ressources. Il est à l'origine de près de 3 quarts des déchets produits en France, donc ça représente un immense gisement de matières premières à valoriser. Et les enjeux sont à la fois la préservation de l'environnement et le gain de compétitivité pour les entreprises concernées. La récente loi AGEC, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, incite et impose de nouvelles formes de traitement de ces déchets, dont on va largement parler aujourd'hui, comme le tri en pied de chantier, le réemploi ou encore le recyclage en boucle fermée. Ça s'inscrit dans un objectif global d'accélération du changement des modèles de production et de consommation pour limiter les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Donc, pour parler de ces enjeux et surtout des solutions à déployer pour enclencher ces nouvelles démarches, nous recevons aujourd'hui Geoffrey Mézaros. Donc, Geoffrey, tu es directeur économie circulaire au sein du réseau Origami à Strasbourg. Donc, en Oui. quelques mots pour vous présenter le réseau Origami, tu compléteras bien sûr par la suite. Tout à fait. Réseau Origami est un acteur local dans le Bas-Rhin qui accueille, trie et prépare au recyclage les déchets 5 flux, les menuiseries vitrées, différents flux sur les chantiers et propose une offre de réemploi des matériaux du bâtiment. Vous alliez préservation des ressources et des démarches environnementales, mais également création d'emplois pour des personnes en situation de handicap en tant qu'entreprise adaptée. Ton propos avec nous ce matin, tu vas nous présenter ce sujet des déchets du bâtiment dans une double démarche de réduction et de bonne valorisation.
une approche globale pour outiller les acteurs du projet, au cœur de laquelle le statut de déchets évolue vers celui de matériaux dans le cadre d'une économie circulaire de projet. Donc, Tout à fait. Stéphane Prédbon, si tu veux nous présenter quelques mots sur les objectifs du référentiel en termes de gestion des déchets de chantier. Oui, donc notre socle, c'est quoi? C'est d'arriver à quantifier les différents flux de déchets que vous allez avoir sur votre chantier. C'est la mise en œuvre à minima d'un tri 5 flux, mais c'est surtout de mettre en place un plan de gestion des déchets, qu'on peut appeler aussi SOZ ou SOGED. Oui, Geoffrey, tu as peut-être la slide Oui. sur le référentiel. Oui, tout à fait. Et donc, c'est surtout ça, c'est que à la fois le porteur de projet, mais aussi les entreprises impliquées, dès l'amont, anticipent la mise en œuvre, la gestion de ces déchets. Et ça passe par l'établissement d'un plan de gestion des déchets. Voilà. Ensuite, dans les niveaux de bonification, eh bien, on va vous demander quoi? De mettre en place un tamis plus fin, donc avec la mise en place d'un tri flux. Et puis ensuite, d'aller vers plutôt le réemploi et l'utilisation de matériaux recyclés. Donc, chaque thématique définit un grand objectif ou des grands objectifs et surtout une trajectoire. Donc, ce webinaire sur les déchets de chantier est articulé en 2 temps, en lien donc aussi avec le référentiel de la région Bourgogne-Franche-Comté. Un premier temps sur la problématique et les données de base du sujet, et un deuxième temps consacré aux solutions et initiatives locales en réemploi et recyclage pour combiner économie circulaire, inclusion et développement local. Chaque temps de présentation, une vingtaine de minutes, sera suivi d'un temps d'échange que nous animerons sur la base de vos réactions et questions posées dans la section chat. Donc, Pour aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à 13 heures avec notre intervenant expert Geoffrey Mézaros, avec qui nous avons la joie de poursuivre ce cycle de webinaire sur le sujet les déchets du bâtiment entre réduction et bonne valorisation et sa contribution aux enjeux climatiques. Et Geoffrey, je te passe la parole. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, je vais commencer une première partie, déjà pour parler un petit peu en général de tout ce qui est déchets du bâtiment et les ordres de grandeur et les impacts. Donc, je commence. Je vais déjà commencer une première partie en revenant un petit peu sur la notion d'émissions de gaz à effet de serre et un petit peu voir où on en est au niveau du territoire national. On voit qu'on est sur une, euh, des émissions à 430 millions de tonnes, hein. On va parler en millions de tonnes d'équivalent CO2. Donc, c'est une donnée de 2021. Et on voit que là-dessus, ben, il y a différentes catégories. On a les transports, l'agriculture, l'industrie, le résidentiel tertiaire, l'énergie et une petite partie les déchets, mais qui ne sont pas négligés. Et c'est souvent là où je tiens aussi à rendre un peu vigilant tout le monde, c'est que même si on est sur une petite catégorie, ben ça représente énormément de millions de tonnes de CO2 et de tonnes en poids, quoi, en déchets. Donc on va revenir là-dessus par rapport aux échelles de valeur, en fait. Donc, sur les 14 millions de tonnes d'équivalent CO2 des déchets, donc ça représente 3% hein, du global des émissions de gaz à effet de serre. Bah, là-dessus, je pense, il y a pas mal de choses à faire, à mettre en place, qui commencent, qui se développent, mais on est encore dans une phase de développement. Le BTP, donc on va venir sur justement les déchets globaux. Le BTP, c'est le premier pollueur en France. Donc, ça représente 240 millions de tonnes de déchets et c'est 70% du volume global. Donc là-dessus, nous, on va faire vraiment un focus aujourd'hui sur les déchets du bâtiment. Donc les déchets du bâtiment représentent 12%, 12% du total. Donc c'est 40 à 46 millions de tonnes. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Donc c'est vraiment sur ce focus-là, sur ces 40-46 millions de tonnes qu'on va discuter aujourd'hui. Et là-dedans, 87% de ces 46 millions de tonnes proviennent de la démolition de la réhabilitation. Donc on est souvent sur de la production de logements neufs. Et donc là, c'est que 13% des déchets. Notre plus gros sujet actuellement, là, ça va être de dire 87% des déchets
du bâtiment sont générés par la démolition et la réhabilitation des bâtiments. Donc, c'est un sujet relativement important. Et c'est là-dessus où on va venir par la suite sur les solutions et enfin les solutions, les propositions par rapport à ça pour réduire ces déchets de démolition et de réhabilitation. Voilà, je continue. Donc, près d'un tiers de ces déchets proviennent du second œuvre. Donc, je rappelle, le gros œuvre, c'est tout ce qui rassemble et qui concourt à la solidité, à la stabilité de l'édifice, hein. Donc, le gros œuvre, hein, ce sont les fondations, les murs porteurs, les poutres, les poteaux, les planchers entre les étages. Les charpentes également parfois sont aussi considérées là-dedans. Et donc, les déchets du gros œuvre, ils représentent 2 tiers des déchets du bâtiment. Et les déchets du second œuvre, donc tout ce qui peut être, donc on l'a là-dessus, hein, on a déchets inertes, verre, faïence, carrelage sanitaire, on peut avoir des déchets non dangereux, PVC, plastique dur, plâtre, moquette. Et donc tout ça, ça va représenter 1 tiers des déchets du bâtiment. Après, on a un petit peu de déchets dangereux, mais ça, c'est négligeable. Et donc, parmi ces déchets du second œuvre, il y a seulement 35% qui sont valorisés et seulement 1% qui sont réemployés. Et on est exclusivement sur 2 types de déchets. On est sur les métaux. Ça, c'est quelque chose de relativement commun et d'habituel de récupérer du métal et de l'envoyer en recyclage. Donc 90% est revalorisé, est recyclé. Et au niveau du bois, on a souvent 2 types de recyclage qui est la valorisation matière ou la valorisation énergétique. Donc là, on a des pourcentages qui sont à peu près équivalents. Donc, sur ces 2 postes, on n'est pas trop mauvais. C'est plutôt, ça se fait plutôt bien, c'est plutôt intuitif, on va dire. Mais derrière, ça veut dire que les 75 autres pourcents ne sont pas valorisés et ça représente aussi beaucoup de tous les autres déchets, en fait. Et à l'exception donc du bois et du métaux, voilà ce que je disais, c'est que 90% des déchets du son œuvre, ils sont enfouis ou incinérés. On reviendra sur ces notions après, de l'enfouissement et de l'incinération, et voir un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients. Dans le même temps, ben, le BTP, alors BTP, c'est la notion globale, hein, mais nous, on va vraiment se faire mettre focus sur le bâtiment. Le BTP il consomme 50% des ressources naturelles en France. Et vu qu'on produit, qu'on construit des choses comme ça, ben, on va être sur une demande de matériaux de plus en plus importante. On en parle aussi sur d'autres secteurs d'activité, hein, tout ce qui est les voitures électriques, les choses comme ça. Il y a vraiment de la tension sur les matières. Et donc, au rythme actuel, on sera sur une multiplication par 3 de la demande en matériaux d'ici 2050. Donc, il y a vraiment des choses à faire par rapport à cette récupération des matériaux. Et donc, justement, voilà. Donc, on va vous montrer un petit peu des exemples, des notions de matériaux, de déchets, voir un petit peu les gradations dans tout ça. Donc justement, la notion de matériaux, qu'est-ce qu'on peut avoir comme matériaux dans la construction du bâtiment, la déconstruction du bâtiment? Donc on peut avoir une porte-palière, un moteur de VMC, des tuiles, des sanitaires, ici des urinoirs. On peut avoir un radiateur, de la charpente, des IPN, donc charpente métallique ou charpente bois. Tout ceci, voilà, pas des cloisons, je trouve plus le mot, du plâtre, de la brique, garde-corps, voilà, garde-corps, des chemins de câbles, des faux plafonds, interrupteurs tout simplement, une porte intermédiaire et des menuiseries vitrées. Il y en a plein d'autres, mais c'était pour vous montrer un exemple de tout ce qui peut constituer un bâtiment, que ce soit individuel ou un grand bâtiment, un immeuble. Et là-dessus, ben, c'est des matériaux en fait qui, comme on l'a précisé avant, ben, à part le bois et le métal, ben, on a quand même, il y en a certains qui sont constitués d'autres choses, ben, ils vont pas forcément au recyclage. Alors que là, on les voit vraiment sous leur aspect spécifique. Ils sont vraiment, on peut les séparer des autres. On voit bien qu'ils ont un aspect et une forme spécifique. Et donc, il y a forcément des choses qui sont possibles au niveau du réemploi, au niveau du recyclage par rapport à tout ça. Donc c'est là où il y a des choses à développer. Nous, on essaye aussi de notre côté. Il y a d'autres acteurs qui le font. On reviendra par la suite sur ces questions-là.
Voilà, donc c'était pour vous donner un exemple exhaustif de tout ce qu'on a. Il y en a plein d'autres, hein. J'aimerais aussi venir sur les notions d'économie, donc la boucle de l'économie circulaire, donc l'économie linéaire et l'économie circulaire. Donc, je vais juste enlever le schéma. On part sur actuellement, enfin jusqu'à maintenant, on a beaucoup été dans un mode de consommation linéaire, c'est-à-dire qu'on prenait des ressources que la planète nous fournissait, on les transformait, on passait sur une production, on les distribuait, les acteurs ou les personnes les consommaient et après ça devenait un déchet et on passait ça en élimination ou en incinération plus récemment. Donc ça, on est vraiment sur une économie linéaire. Et donc on prend de la ressource, on la consomme et on la finit. Et c'est là où ben, la planète, elle est dans des ressources justement finies et il y a des choses à mettre en place et c'est pour ça que le mode de circularité s'est mis en place, l'économie circulaire. Donc, on repart sur la même chose, on prend de la matière première, on va faire une conception, oui, une production, une fabrication, une distribution. On va consommer tout ça. Mais derrière, on va se poser la question, on va se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, on a justement avoir la notion de matériaux et on a une notion de déchets, j'y reviendrai aussi après. Donc là, on va pouvoir se dire, ben, on va mettre en place des systèmes de collecte, des systèmes de recyclage, et on va pouvoir recréer de la matière première. Donc c'est ce qu'on appelle de la matière première secondaire pour pouvoir ensuite repasser la boucle et réutiliser ces matières. Il y a des matériaux enfin oui, des matières premières secondaires qui peuvent être utilisées beaucoup, beaucoup de fois et ça évite d'aller toujours puiser de la matière première dans le sol ou dans les écosystèmes. Il y aura forcément derrière des déchets qui vont être résiduels. Tout n'est pas recyclable, tout n'est pas réemployable. Donc, forcément, il y a toujours un dommage collatéral quelque part. Donc, il faut vraiment que ces déchets résiduels soient le minimum, enfin, qu'on essaie de les réduire au maximum. Donc, voilà, les deux notions, économie linéaire, économie circulaire. Après, pour parler de tout ce qui est économie circulaire, on va arriver sur la hiérarchie des modes de traitement. Donc, quand on a un matériau qu'on a récupéré sur un chantier, sur une déconstruction, on a plusieurs modes de traitement. Donc là, qui est la hiérarchie sous forme d'une pyramide inversée. Donc, on va d'abord chercher d'être le plus vertueux possible. Donc, on va être sur une réduction à la source des matériaux. Donc là, une réduction à la source, c'est de dire ben, on veut préserver les ressources en agissant par exemple sur l'éco-conception des produits. On va utiliser moins de matières premières, ou on va rallonger la durée de vie des produits, ou simplement on va se dire on ne va pas produire des choses qui ne sont pas nécessaires, donc pas de superflu. Donc là, on est vraiment sur matière première, préservation des ressources. Maintenant, si on est dans un mode de déconstruction, justement, on va déconstruire un bâtiment ou une maison ou n'importe. Et donc là, la première étape, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Bah, c'est qu'on va essayer de faire du réemploi. Et donc là, on est sur une notion de matériaux, ce que j'ai cité précédemment avec les exemples. Et donc là, le but, c'est qu'on va reprendre le matériau tel qu'il est et on va lui donner une seconde vie, voire une troisième vie, une quatrième vie. On pourra également l'utiliser dans d'autres applications. On ne va pas l'utiliser, une porte, on va la récupérer, mais on ne va peut-être pas l'utiliser pour une porte en tant que telle. Et ça s'appelle donc, la notion, c'est le détournement d'usage. Il y a certains matériaux qui ne peuvent pas être réutilisés comme ils ont été la première fois. Donc, on peut très bien prendre l'exemple d'une charpente bois. La charpente bois est un élément structurel. Il a servi une première fois pour soutenir un bâtiment. Si on le déconstruit, attention, il y a peut-être des notions de certification, de validation qui vont plus être possibles. Par contre, on va pouvoir l'utiliser sur d'autres choses, sur d'autres applications. Il y aura peut-être un minimum de transformation qui va devoir se faire. On est pareil, c'est la même chose pour les briques, qui étaient du structurel, ben, qui vont peut-être pouvoir être utilisées pour servir en parement mural. Donc là, on est vraiment sur des réemplois. On récupère le produit, alors on le reconditionne, on peut nettoyer certains éléments, on peut pas le transformer vraiment, mais essayer de faire le minimum dessus pour pouvoir le réutiliser tel que. Et voilà, ça c'est la notion de réemploi. Donc ça c'est vraiment, là on ne réutilise pas de ressources, on utilise très peu d'énergie et donc on reprend le matériau tel que. Ensuite on a le recyclage et le compostage et là on bascule
on bascule sur la notion de déchets. Je voudrais juste encore revenir sur une petite notion dans les matériaux. Il y a énormément d'applications possibles, hein, et un mode opérateur très spécifique par contre doit être mis en place. Donc on ne peut pas démolir, il faut vraiment y aller en douceur, on va dire. Voilà. Et ça demande un temps plus long et c'est parfois plus cher. On va aussi avoir des étapes donc, de reconditionnement, de stockage, un process administratif qui va être différent et du transport qui va peut-être être un petit peu plus conséquent. Donc ça, c'est des changements d'habitude. C'est la mise en place du réemploi n'est pas forcément simple. Par contre, si on est vraiment sur une gros avantage de préservation des ressources, et donc on n'est pas sur du déchet, on peut vraiment faire des applications locales là-dessus et ça va générer également, c'est des nouveaux métiers, ça va générer des emplois. Après, si on n'est pas il n'y a pas possibilité de faire du réemploi, donc là, on va justement basculer sur un mode qui s'appelle le recyclage ou le compostage, hein. Donc ça, je pense que c'est une notion qui parle un petit peu à tout le monde. Mais là, on a basculé sur le mode de déchet. Donc, ne pas confondre un matériau qui peut être encore utilisé sur des applications et un déchet qui va vraiment, où le matériau va devoir être déconstruit. Il n'est plus utilisable en l'état pour des raisons techniques et il va devoir être transformé dans cette matière première secondaire. Donc, on reviendra sur ces notions-là dans les applications de nos activités. On va, avec les déchets, avec le recyclage de ces déchets, préserver au maximum les ressources, même si ça va demander quand même de réutiliser de l'eau ou de l'énergie pour faire cette transformation. Le but du recyclage et de sa qualité étant de réduire au maximum la quantité de déchets utiles. Après, on a un mode plus dégradé qui est la valorisation. Donc, c'est la production d'énergie avec le déchet, électricité ou chaleur. Donc, on prend le déchet et puis on va le brûler, tout simplement. On va le brûler, on va générer énergie ou électricité par sa décomposition. Alors, c'est un petit peu, quand on parle de recyclage, quand on vient sur de la valorisation, c'est un petit peu, je dirais, une solution de facilité. Il faut bien se méfier de ça. C'est de dire, ben voilà, on fait de la valorisation, c'est très bien, mais, euh, mais ça pourrait être nécessaire pour certaines notions où on ne peut pas faire de recyclage proprement dit, mais ça ne doit pas être la solution numéro une. On doit vraiment respecter cette hiérarchie de mode des traitements parce que la valorisation permet en effet de récupérer de l'énergie, mais va quand même générer des déchets ultimes. Et donc, si on peut s'éviter au maximum tout ça, et ça ne permet pas de préserver également beaucoup de ressources. Et après, il y a la solution finale qui est l'élimination. On est bien obligé parfois. Euh, c'est une incinération sans valorisation énergétique ou un enfouissement. Donc là, on est vraiment sur de la perte totale de la matière au départ. Et c'est à éviter. C'est des notions qu'il faudrait même oublier typiquement. Mais bon, on en a besoin aussi. Mais c'est vraiment quand on n'a pas d'autre solution par rapport à tout ce qui a été évoqué au-dessus. Pour booster ce recyclage, ce réemploi dans les matériaux du bâtiment, bah, il y a des éco-organismes et une REP, donc une responsabilité élargie des producteurs, qui a été mis en place. C'est comme votre éco-contribution quand vous achetez un lave-linge, ben, vous payez une éco-contribution au prix d'achat. Et ben, c'est la même chose. Un particulier qui va acheter une fenêtre, et ben, il va avoir dans sa facture une éco-contribution. Elle va lui être répercutée. Enfin, c'est l'artisan qui va pouvoir la répercuter. Et ce montant-là va permettre de financer le recyclage ou le réemploi des matériaux ou des déchets qui vont résulter de la déconstruction. Donc, ça a été mis en place. Donc, c'est responsabilité élargie du producteur au niveau du bâtiment a été mis en place par la loi AGEC, donc la fameuse loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020 et ça définit le principe de séparation des différents déchets qui vont permettre le recyclage optimal. Il faut savoir que pour un recyclage de déchets, ça va pas pouvoir se faire si tout est mélangé. Donc, c'est là aussi le but, c'est de passer sur de la séparation des matériaux qui va permettre justement derrière, enfin, les matériaux en mélange, de toute façon, vous n'arriverez pas à les recycler. Déjà, si
Si vous avez une matière qui est composée de différents éléments différents, ça va être très compliqué de les recycler. Donc déjà, il faut vraiment séparer tout ça et ça passe déjà en premier lieu sur son chantier, sur sa déconstruction. Et donc tout ça, c'est possible avec l'émergence de nouveaux process de tri, développement de nouveaux acteurs, et donc on va arriver sur de nouvelles pratiques. J'aimerais aussi venir sur le principe, donc au départ, ce qui avait été mis en place en 2016 sur le décret 5 flux de la loi de transition énergétique. Donc on était sur l'obligation pour toute entreprise de plus de 20 salariés qui génèrent plus de 1100 litres de déchets par semaine, tous déchets confondus, de devoir trouver un acteur privé pour collecter ces déchets. Donc le 5 flux était sur le papier carton, le métal, le bois, le verre et le plastique. Donc on voit qu'au niveau du métal pour le bâtiment et du bois, ça se faisait plutôt bien. Et il y a un décret qui a été ajouté en 2021 via la loi AGEC qui étend ce décret 5 flux à 7 flux. Et donc le 7 flux, c'est les déchets de fraction minérale, donc béton, briques, tuiles, céramique et pierre, et les déchets de plâtre. Et là, on rentre typiquement dans les applications des déchets du bâtiment. Et donc, tout ceci a été mis en place justement en lien avec le tri en pied de chantier et donc après, il y a des acteurs qui sont là pour favoriser ça, pour développer tout ça. Ce sont des éco-organismes. Et on en a 4 qui ont été mis en place. Éco-Minéraux, Valdelia, Éco-Maison et Valobat. Et donc, c'est des acteurs qui permettent de mailler la filière en fait de tri en pied de chantier entre les acteurs des artisans, les acteurs de construction, déconstruction, et les acteurs de recyclage ou réemploi, ceux qui vont permettre de préserver les ressources et de booster le recyclage. Donc, on a ces 4 éco-organismes qui ont été mis en place. Donc, Éco-Minéraux, on l'entend bien par son nom, hein, c'est sur la catégorie 1, donc c'est des produits et des matériaux de construction considérés majoritairement en masse de minéraux. Donc c'est ne contenant ni verre, ni laine minérale ou plâtre. Ça peut être le béton enrobé, les pierres, la terre cuite, les céramiques, tout ce qui ne va pas bouger en fait, qui va plus être, enfin, il n'y a plus d'altération de l'élément. Valdelia et Écomaison, les 2 autres, Écomaison étant entièrement écomobilier, si ça parle à certains. On est sur la catégorie 2. On est sur les autres produits et matériaux de construction. Et donc, Valdelia et Écomaison, ils étaient spécialisés au départ sur tout ce qui est mobilier, déchets mobiliers et ameublement. Et maintenant, ils s'étendent à d'autres déchets du second œuvre. Et on a Valobat, qui est le 4e éco-organisme qui prend les 2, en fait, qui s'occupe des déchets minéraux inertes et qui va aussi gérer les déchets de seconde catégorie. Donc, tous ces acteurs, ils ont été mis en place et ils font le maillage entre les artisans qui vont être sur les chantiers, qui vont devoir évacuer leurs déchets, le principe de tri en pied de chantier et des acteurs qui vont pouvoir effectuer ce réemploi ou ce recyclage pour la préservation des ressources. Et pour coordonner tout ça, on a un organisme qui a été mis en place qui s'appelle l'OCAB. Et on y retrouve toutes les informations sur les filières de recyclage, sur tout ce qui est résultant de la loi AGEC. Et ça permet aussi de s'y retrouver un peu pour toute cette complexité et ces nouvelles pratiques. Et je vous invite aussi à pouvoir vous connecter sur le site de l'OCAB. Vous avez une carte où vous pouvez trouver les acteurs qui, selon le déchet généré, vous avez des acteurs qui sont déployés sur les différentes régions. Donc, ça permet aussi de coordonner tout ce maillage. Et je vais enfin parler d'une dernière chose, qui est le plan de gestion des déchets de chantier, justement. Donc, par rapport à tout ce que j'ai expliqué avant, il faut le mettre en place, ce plan de gestion des déchets. Donc, c'est appelé le SOGED ou le SOCED. Et pour s'assurer cette bonne gestion des déchets, les maîtres d'ouvrage existent de plus en plus souvent, en fait. Ils exigent de plus en plus souvent que les dossiers de réponse à un appel d'offres soient accompagnés d'un schéma d'organisation et de gestion d'élimination des déchets, donc SOGED. Et donc, on va dire, il y a un cahier des charges où on va donner un fil conducteur pour ce SOGED pour que les acteurs qui doivent le produire puissent s'en sortir. Donc, en gros, qu'est-ce que demande un SOGED? Il demande à spécifier les méthodes de prévention de la production des déchets,
sur le chantier. Il demande que les méthodes, donc des méthodes de non-mélange des déchets sur le chantier et donc que le tri soit effectué. Donc, c'est ce qu'on disait avant. Pour une meilleure recyclabilité, il faut vraiment que les matériaux soient bien séparés. Donc, les méthodes de séparation des déchets au niveau du poste de travail. On a la description sur les bennes, les big bags, tous les types de contenants en fonction du type de déchets soient bien associés et bien mis en place. On doit avoir une zone de stockage définie pour les déchets et un accès facile, que ce soit en entrée ou en sortie. L'importance du tri en pied de chantier et qu'il y ait une signalétique qui soit cohérente et correspondante au type de déchets. Et là-dessus, on a aussi les installations de valorisation, de traitement et élimination vers lesquelles seront dirigés ces déchets. Donc, on a vraiment dans ce plan de gestion, donc on a tout ce qui est en amont du chantier et on a tout ce qui est en aval. Et après, les moyens de contrôle et de traçabilité, parce que c'est bien beau de dire qu'on fait des choses, mais il faut pouvoir les prouver. Donc derrière, on va pouvoir indiquer des statistiques de sortie en spécifiant vraiment la traçabilité de tout ça, les acteurs qui ont été utilisés, les pourcentages de répartition des déchets. Et enfin, les moyens humains mis en œuvre pour assurer la réalisation du SOGET, donc que ce soit les acteurs en amont, les acteurs sur le chantier et les acteurs en aval. Et on reviendra après aussi sur les acteurs qui peuvent intervenir sur le chantier. Ça, j'en parlerai par la suite. Voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation générale. Merci Geoffrey pour cette première partie. Donc, tous ces éléments qui posent les fondamentaux du sujet en lien avec le référentiel de la région Bourgogne-Franche-Comté. Rappel d'importance, à l'exception du bois et des métaux, 90% des déchets est enfouis ou incinérés. Merci d'avoir posé ce chiffre et de rappeler qu'au rythme actuel, si on passe sur une demande en matériaux en x3 d'ici 2050, l'enjeu en termes de récupération est assez immense pour assurer cette demande. Et de nous rappeler ce premier réflexe de réduction à la source des matériaux en étant dans une démarche d'éco-conception. Et c'est vraiment tout le propos aussi de ce cycle de webinaire et du référentiel qui est porté par la région Bourgogne-Franche-Comté, avec sur cette thématique des déchets, le rappel que tu as fait sur l'économie circulaire, ce passage du statut de ressources au statut de déchets et inversement, qui est accompagné aussi par le contexte légal et les éco-organismes. Donc voilà, on a un panorama qui est assez clair sur le sujet. On a quelques remarques et questions. Une remarque d'un participant qui nous suggère que la consommation linéaire n'est pas forcément historique, mais récente dans l'histoire de l'humanité, avec quelques générations voilà, qui ont été dans ce type de consommation, donc qui nous suggère de revenir sur la consommation circulaire. Au final, c'est des pratiques qui étaient déjà en fonctionnement avant la révolution industrielle. Une question sur la différence entre le réemploi et la réutilisation, si tu peux préciser ça, Geoffrey. Alors, réutilisation, j'ai pas forcément parlé de cette notion. Le réemploi, hein, c'est vraiment de réemployer, réutiliser un matériau qui a été consommé, enfin qui a été produit pour une certaine application et qui va pouvoir vraiment être réutilisé dans cette même application ou quasiment la même. Et après, j'étais parti justement sur cette notion de détournement d'usage. Si je prends une menuiserie vitrée, hein, parce que je connais un peu le sujet, une menuiserie vitrée, si elle a passé ses 30 ans à avoir été posée sur un bâtiment, elle va perdre ses capacités phoniques et ses capacités thermiques. Et donc, ça va pas être judicieux de la réemployer telle qu'elle. Donc, elle va pas, si on est en plus sur de la performance énergétique des bâtiments, elle va pas du tout rentrer dans ces critères-là. Donc, une fenêtre qui a fait son temps, elle a fait son temps. Donc, soit on peut la réutiliser pour faire autre chose, de la cloison ou des choses comme ça, ceux qui savent bricoler ou utiliser, mais sinon, ça va partir typiquement au recyclage. Donc voilà, la notion de différence entre réutilisation et réemploi, il n'y a pas vraiment enfin, à mon sens, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de différence.
Voilà. On avait une remarque par rapport aux éco-contributions, hein, Mhm. qui semblent pour le moment captées par des éco-organismes pour leur propre déploiement et pour l'amélioration des recyclages par des industriels, mais que le changement de paradigme, euh, voilà, que tu rappelais, n'est pas encore Mm. orienté vers le réemploi. Tout à fait. On va dire que les éco-organismes sont plutôt focus. Il y a déjà voilà, c'est pas facile déjà de lancer tout ce maillage au niveau du recyclage. Donc, enfin, nous, on travaille avec Valobat qui a pris quand même pas mal les devants sur certaines catégories. On a Ecomaison et Valdelia qui sont des acteurs historiques sur les déchets d'ameublement, mais ça reste toujours du recyclage. Et derrière, le réemploi, ben, c'est quand même une notion qui est beaucoup plus complexe et qui fait un petit peu peur au niveau des acteurs et qui demande, comme je l'avais dit, à beaucoup alors pas forcément d'inconvénients, mais de demandes de changement justement des process et des fonctions et qui va souvent être plus cher en fait. Et c'est là où ça demande encore de faire un grand pas en avant pour pouvoir justement essayer d'améliorer ces process de réemploi pour que ça devienne un petit peu plus dans la norme, mais on en est encore bien loin. Après, ça commence à se développer, mais c'est des balbutiements, on est bien d'accord. Et une question aussi un peu sur les jeux d'acteurs à l'œuvre. Que demande la législation en vigueur en termes de gestion de chantier pour le maître d'œuvre? Comment est-ce que ça va évoluer avec les seuils, les nouveaux seuils de la RE? Et est-ce que cela va évoluer pour des rénovations globales type Mon accompagnateur rénove, un dispositif Mon accompagnateur rénove? Est-ce que Alors, tu as des éléments? ouais, ça, je suis pas un grand spécialiste Alors, de ça, mais en tout cas, bah oui, avec la RE 2020, il y a des choses qui se développent. Mais alors normalement, hein, la loi AGEC impose ce tri en pied de chantier hein, sur ces 8 flux minimum. Alors après, allons plus loin. Mais c'est vrai que ouais, déjà, ces pratiques-là ne sont pas forcément toujours mises en place. Donc c'est vraiment, enfin, c'est tout à développer encore. Les choses montent en puissance, mais il y a encore beaucoup de freins et de freins mentaux, hein, beaucoup, hein, pour basculer sur déjà les pratiques en place. si je peux me permettre de répondre Oui, sur la partie mon accompagnateur rénove. tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est pas une chose qui est prise en compte dans ces parcours-là. C'est plutôt l'énergie et la performance énergétique qui est mise en avant. Donc ça retombe sur les entreprises. Et les entreprises, elles sont quand même dans un cadre législatif, un cadre réglementaire qu'elles sont normalement obligées de respecter. Mais à ce jour, à ma connaissance, ça ne va pas plus loin. Une autre question sur le jeu d'acteur et la répartition des rôles en groupement de maîtrise d'œuvre. Qui se charge d'élaborer le SOGED? Le coordinateur SPS, l'architecte, un bureau d'études et qui se charge de contrôler le déroulement pendant et après le chantier pour le bilan. Ben, il n'y a pas forcément vraiment de contrôle, ça commence à venir. Nous en tant qu'acteurs du recyclage, on nous demande de justifier nos statistiques et choses comme ça. Mais après, sur les chantiers et sur la déconstruction, j'ai pas connaissance qu'il y ait vraiment des contrôles qui soient faits ou qui soient pour le respect de tout ça. Si quelqu'un, enfin, voilà. C'est pas, je suis plutôt en bout de chaîne, on va dire. Et on a fait une remarque sur les fenêtres. Oui. Donc l'exemple des fenêtres est sensible car justement les bâtis en bon état peuvent souvent être équipés de double vitrage. Mhm. Car sinon c'est systématiquement remplacé par du PVC qui dans les flux de rénovation est changé tous les 10 ou 15 ans alors qu'au départ on avait du bois centenaire. Tout à fait. Ouais. Ce gâchis est très dommage pour la matière, pour l'architecture, le PVC, le pire déchet. Je pense que tu vas y revenir peut-être plus long, Oui, tout à fait, deuxième tout à partie. fait. Oui, tout à fait. Mais oui, ça s'entend, hein, une fenêtre bois, il y a du bois double vitrage et on est bien d'accord. Mais vous verrez dans les applications au niveau recyclage, on n'est pas forcément meilleur en bois qu'en PVC. Une
une redemande de précision de chiffres sur la part des déchets produits par le BTP en France. Il me semble que tu parlais de 70% du volume global, Oui, je tout à fais. fait. Oui, Ok, tout à fait. donc Mm. c'est bien 70% du Il y a volume global. 70% et dans les 70%, il y a, il me semble que j'avais dit 12% Oui, qui sont uniquement du bâtiment. Et c'est ce que après, il y tu a un dis, deux ouais, tiers, un tiers. l'éco-conception. Et une question sur le réemploi, comment est-ce qu'il s'insère dans un marché qui est normalisé par des éléments industriels? Donc sur l'acceptation pardon, par les bureaux de contrôle, les calculs avec les éléments possibles dégradés par le temps d'usage, etc. Bah, actuellement, c'est un peu des notions assez floues et c'est ce qui met un frein justement au réemploi, c'est que sur certains éléments, ben, on doit pouvoir assurer les matériaux qui vont être en réemploi pour que les acteurs qui posent du réemploi bah, aient confiance en ça, quoi. Et c'est là où ça, c'est un petit peu un frein à ce développement. En fait, on n'a pas encore d'organisme spécifique, enfin de process spécifique d'assuranceabilité ou de certification. Après, ça dépend aussi de ce qu'on va réemployer. Euh, Parfois, on nous parle de décennal ou de choses comme ça, qui n'est pas forcément nécessaire. Alors, je pars prêcher pour ma paroisse sur un sanitaire qui est de la céramique et qui a tenu pendant 20, 30, 40 ans. Si elle y a pas, si elle n'est pas fendue, s'il n'y a pas de souci, il y aura pas de gros problèmes si l'installation est faite correctement. Donc, on peut essayer de mettre en place une garantie d'1 ou 2 ans et puis derrière, c'est reparti, quoi. C'est un peu voilà, le frein actuel au réemploi. Si Mm. je peux mettre un petit complément Oui. sur les éléments de structure qu'on veut réemployer. Moi, j'ai un exemple en tête et sur cet exemple, ils étaient passés par des tests en flexion, traction, compression. Mais du coup, in fine, ça leur revenait aussi cher que de racheter des poutres neuves. Parce qu'ils sont obligés justement de pouvoir prouver les capacités mécaniques de la pièce. Alors, je parle uniquement pour les éléments structurels. Voilà. Donc, in fine, c'était pas rentable, entre guillemets, pour eux de repasser par ce système-là. Mais c'est souvent le cas avec le réemploi, hein. Le réemploi est souvent plus cher que du matériau neuf, malheureusement. Et c'est là où il y a tout à construire, il y a tout à développer pour faire des économies d'échelle, pour augmenter la filière, pour augmenter les volumes, pour justement arriver dans des process qui vont être économiquement plus concurrentiels, parce qu'on est toujours encore dans un monde économique voilà, qui perdure. Maintenant, avec les notions de triple comptabilité, de RSE et choses comme ça, il y a d'autres critères qui permettent aussi au réemploi de se développer. Mais on est d'accord que souvent, c'est plus cher. vous propose de passer au second temps consacré aux solutions concrètes et notamment à l'appui de chantier type sur le tri en pied de chantier et les réseaux d'acteurs pouvant être sollicités. Donc, oui, initiative locale, désolé, ça a un peu du mal à se lancer. Euh, donc, on va parler ici de ce que nous, on fait au niveau de Strasbourg et d'autres initiatives et comment combiner économie circulaire et inclusion et développement local. Donc, je vais vous présenter qui on est, hein, parce qu'il serait peut-être temps quand même, après 45 minutes de webinaire, de dire un petit peu qui on est. Donc, Réseau Origami, hein, qui fait partie d'un groupe inclusif, le groupe Altaïr, qui est basé dans le 67, et notamment à Strasbourg. Donc, Réseau Origami, on est un acteur de l'économie circulaire en entreprise adaptée, donc personne en situation de handicap. On a plusieurs activités, dont le recyclage des menuiseries vitrées en boucle fermée, donc qui se constitue dans un réseau d'acteurs de cette filière-là et de l'économie sociale et solidaire, donc Récif. Donc, on est des acteurs qui recyclent des menuiseries vitrées avec des personnes en insertion ou alors avec handicap en entreprise adaptée. Et on fait également du tri et de la collecte en pied de chantier. On est typiquement dans les deux sujets qu'on a évoqués précédemment. Donc, je vais vous développer justement ces deux sujets-là par la suite. Je voudrais quand même parler un petit peu du groupe Altaïr. Donc, le groupe Altaïr, il est composé de 6 structures inclusives. Donc, on a des entreprises d'insertion, donc prestataires.
qui s'occupe de tout ce qui est espace vert, travaux forestiers, maraîchage, agriculture. Donc ça, c'est des personnes, donc une entreprise d'insertion, elle a pour vocation d'embaucher des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc sur un parcours de 2 ans maximum. Donc on les recrute chez nous, donc c'est un recrutement, hein, c'est une entreprise classique. Et on a pour vocation de les remettre au travail, de leur permettre de stabiliser leur situation personnelle par le biais professionnel et de les former à un nouveau métier. Ça peut très bien être autre chose ce qui est fait par exemple, prestataire, sur des espaces verts. La personne voudra faire cariste, eh ben, par contre, il va travailler chez prestataire et on va le former en parallèle au poste de cariste. Et quand il sortira de chez nous, ben, il devra sortir soit avec un emploi à la clé, soit avec une formation qualifiante. Donc, les structures inclusives, que ce soit les entreprises d'insertion ou comme Fil d'Altaïr qui est un atelier couture, ou les entreprises adaptées, donc les EA comme Réseau Origami ou Aquilea, euh, on a un objectif de résultat. Donc, au bout de 2 ans, les personnes doivent sortir et on doit justifier des pourcentages de sortie positive. C'est ce qui est la condition sine qua non à nos subventions. Donc, ces structures inclusives, elles vivent, on va dire, avec un business model à 80%. Les 10-20 autres pourcents, c'est de la subvention, mais ça permet justement d'accompagner les personnes en difficulté d'emploi. Donc, on n'est pas des associations, on n'est pas des chantiers d'insertion qui sont subventionnés à 80%. C'est vraiment, le fonctionnement économique enfin, le modèle économique doit fonctionner. Et après, on a encore, oui, on a une autre entreprise qui fait de la préparation de colis pour la Poste, sur les différents sites de la Poste, et qui a les 2 agréments, entreprise d'insertion, entreprise adaptée, et une entreprise de travail temporaire d'insertion. Et donc, toutes ces entreprises-là, ben, c'est aussi pour parler un petit peu sur les marchés, des clauses sociales, des marchés réservés ou des clauses inclusives sur les marchés BTP, bâtiments. Ben, c'est typiquement des choses qui peuvent, que nous, on permet de solutionner parce la loi impose un certain nombre d'heures d'insertion sur les chantiers ou des choses comme ça. Et donc, avec nos entreprises, on est capable d'intervenir sur ces notions-là. Voilà. Donc, c'est aussi des choses qui vont être demandées sur les chantiers par rapport à des appels d'offres. Donc, sachez que l'ESS peut totalement répondre à ces critères-là. Et donc, Réseau Origami, voilà. Donc, nous, on a comme activité le recyclage des menuiseries vitrées en boucle fermée. Donc, on a lancé ça il y a 3 ans et demi avec le réseau Récif. Donc, on est 25 adhérents, je vais revenir dessus. Donc, c'est quoi? Comment on fait le recyclage des menuiseries en boucle fermée? Donc, une première étape, on va faire de la collecte. On va déposer des contenants sur les différents sites, donc que ce soit une déchetterie professionnelle, que ce soit sur des points d'apport volontaires qui sont référencés sur le site de l'OCAB. Et on va aussi recevoir des gisements via notre partenaire Saint-Gobain, et je vous expliquerai pourquoi après. Et on va poser des bennes sur des chantiers de déconstruction. Et là-dessus, ben, on va demander aux acteurs de nous remettre les menuiseries vitrées, donc les ouvrants vitrés, intacts. Nous, on a besoin de ça parce qu'on a des critères de recyclabilité qui sont importants. Voilà, donc une benne. Et donc, nous, elles vont arriver chez nous, on va les vider, on va les emmener, on va les emmener sur l'étape numéro 2, qui sera la déconstruction, le démantèlement. Donc, on place tout ça, on a notre zone, on va positionner les ouvrants sur notre table de casse et on va y aller. Donc, vous voyez que nos collaborateurs, ils ont des équipements de protection individuelle, donc des chaussures de sécurité, des casques avec visière, des lunettes, des gants anti-coupure et des manchettes, parce que c'est quand même un métier qui peut être dangereux si on n'a pas les bons EPI. Et donc derrière, ben, on va y aller au marteau, on va casser le verre, mais on va le casser proprement. On va devoir récupérer un verre de qualité impeccable, qui est le calcin, donc ça devient du calcin choix 1, qui va tomber dans des caisses palettes. Et voilà, donc je vous avais une petite vidéo. Donc on casse le verre et après on découpe les montants. Et tout ça, ça nous permet de récupérer les différentes fractions.
Et donc, en faisant ces étapes-là, on va vraiment séparer les différentes matières. Donc, on va avoir d'un côté le verre propre, le calcin choix 1 ou calcin choix 2, si on est sur des fenêtres bois à simple vitrage, par exemple, qui vont avoir beaucoup trop de polluants à la casse. Mais si on est sur de la fenêtre PVC double vitrage, du bois double vitrage, de l'aluminium double vitrage, on va pouvoir récupérer un verre de très bonne qualité qui va être du calcin. On va pouvoir découper nos montants par la suite. Donc, vous voyez par terre, il y a du joint et des choses comme ça. Donc, ça va pas être recyclable en l'état. Donc, c'est toujours la part, on va dire, sur une menuiserie PVC. Il va rester 10-20% de déchets qui vont passer à la valorisation ou à l'élimination. Par contre, 80% sur une fenêtre PVC, ça va être de la boucle fermée. Cette fameuse boucle fermée, ça veut dire qu'on va pouvoir on va pouvoir récupérer de la matière première secondaire, donc le calcin choix 1 et les différentes fractions. Donc on voit du bois. Alors j'ai pas de PVC en exemple. Et puis la première caisse que vous voyez devant, bah, ça c'est le joint qui va rester autour du cadre et la dentelle de verre qui va passer par contre en valorisation énergétique. Et le calcin que vous voyez devant sur la deuxième photo, c'est du calcin de choix 2, donc avec des polluants, qui va arriver sur une ligne de tri et qui va permettre quand même de récupérer au final du calcin choix 1. Ce calcin choix 1, en fait, et là on a du PVC par contre, voilà. On récupère le PVC. Donc le calcin va aller chez Saint-Gobain, notre partenaire, qui va récupérer ça et qui va le repasser dans son four et qui va refaire du verre plat de fenêtre. Donc c'est recyclable à l'infini. Donc voilà, l'envoi sur les filières de recyclage. Donc ils vont venir une fois que notre benne est pleine. Ils vont venir, ils vont le chercher tel que et ils vont l'envoyer chez Saint-Gobain. Et le PVC, comme vous avez pu voir sur la slide précédente, il va partir en benne, il va être massifié, il va partir chez VK à 3 dans le département 10 et dans l'Aube, et qui va pouvoir être broyé. Donc, toutes les fractions métal vont être séparées, le reste de joint va être enlevé. Après, il va nous rester du PVC qui va être rebroyé en pastilles, recertifié en briques plastique et qui va refaire du PVC de fenêtre pour l'application VK. Donc, ça peut être d'un PVC qui provient d'autres fabricants, mais en fait, et puis ça va pouvoir se recycler, on va dire, environ 6 fois. Voilà. Le bois, par contre, le bois de fenêtre étant un bois traité, un bois qui n'est pas forcément de bonne qualité, il va être rebroyé et il va servir pour de l'application en panneau ou en valorisation énergétique. Donc là, on n'est pas sur de la boucle fermée en fait sur les fenêtres bois. Malheureusement c'est ça. Alors on est en train de chercher de nouvelles applications, mais en tout cas, on est capable pour une fenêtre PVC de la recycler à 80% et ça redeviendra une nouvelle fenêtre. Donc là, ça nécessite vraiment ce fameux tri en pied de chantier, cette fameuse séparation des différents éléments de déconstruction du chantier. Sans ça, on n'est pas capable ensuite de pouvoir faire ce process de recyclage optimal. Et donc, pour les menuiseries vitrées, on a un réseau national qui s'appelle le réseau Récif, qui a été lancé par la Fédération des entreprises d'insertion et en application aussi avec les entreprises adaptées. Et on est une 25-30 d'adhérents. Donc, on peut voir Réseau Origami, on est sur l'Est, mais il y a plein d'autres acteurs, et notamment en Bourgogne-Franche-Comté, Groupe Demain, et puis on a dans les Alpes, Trivalet, voilà, il y a pas mal d'acteurs qui se développent, on a des nouveaux adhérents, et c'est vraiment de créer un maillage territorial pour développer la boucle fermée au maximum sur les chantiers. Et là, moi, je parlais de tonnage, hein, avec ces millions de tonnes de déchets. Et là, actuellement, le réseau qui est en place aussi avec Saint-Gobain Glass Recycling, pour l'instant, on a pu recycler, nous, au niveau du réseau Récif, plus de 3000-4000 tonnes de menuiserie vitrée, ce qui semble énorme, mais ce qui en fait n'est rien du tout. Nous, Réseau Origami, on va arriver à 300 tonnes cette année, on vise les 600-700 tonnes l'année prochaine, mais ça représente rien en fait de tout ce qui est déconstruit et par rapport au potentiel global qu'on peut avoir sur chaque région. Donc, il y a vraiment une montée à l'échelle qui doit se faire à ce niveau-là. Voilà.
Et vous pouvez nous retrouver les points de collecte qui nous permettent de récupérer ces menuiseries sur le site de l'OCAP ou d'autres sites. Après, je vais vous parler de tri en pied de chantier. Donc, on a aussi une application avec certains partenaires, c'est de mettre en place des mini-déchetteries sur les chantiers. Donc, des bennes avec les différentes séparations des fractions, des contenants, des bacs ou des choses comme ça, suivant les volumes des déchets. Et c'est là, en fait, où on va pouvoir générer, respecter ce fameux SOGED et ces choses-là. Et donc, on parlait des différents critères du SOGED. C'est la mise en place des contenants, c'est les signalétiques des contenants, c'est expliquer aux artisans où déposer les déchets. Et pour cela, donc, pardon, les contenants. Et on a mis en place un ambassadeur du tri, un agent de tri sur le site qui, lui, va orienter les artisans et qui va gérer cette mini-déchetterie pour le bon respect de la séparation des matières. Donc, on voit que la benne de gauche, hein, c'est une benne un peu tout venant. On aura toujours en fait du déchet non recyclable. Mais après, tous les autres contenants, il n'y a pas tout, hein, parce que ça dépend aussi de l'utilisation et du moment de la déconstruction du chantier. Donc, sur cette photo-là, on avait un peu de gravats et du bois, et puis du carton et des choses comme ça. Mais il peut y avoir d'autres applications et d'autres contenants qui peuvent venir au fur et à mesure de la vie d'un chantier. Voilà, c'est ce qu'on développe également de notre côté parce qu'on pense qu'il y a matière à faire. Et enfin, on a une dernière application. Voilà. On parlait de recyclage, on parlait de réemploi des matériaux. Donc, nous, on a lancé une plateforme de réemploi qui s'appelle B2R, Bâtiment Réemploi Recyclage, qui est en fait un guichet unique pour les acteurs du bâtiment et qui leur permet d'avoir un point unique d'entrée qui va gérer tous leurs matériaux, leur proposer des solutions en matériaux et en déchets. Et c'est de dire qu'on a différentes phases du diagnostic du chantier. On va pouvoir, après le diagnostic des ressources et des déchets, des matériaux, proposer des solutions par type de matériaux. Et donc, on va pouvoir proposer un système de curage avec des acteurs du réseau qui vont pouvoir venir et faire un curage, comme on dit, préservant, de la dépose préservante, pour pouvoir permettre le réemploi de certains matériaux ou le recyclage. Donc voilà, on va proposer des solutions de réemploi, on va proposer des solutions de recyclage à notre niveau, on va proposer aussi des solutions de stockage parce qu'on peut très bien se dire que certains matériaux vont vouloir être réutilisés sur le même chantier et donc on va devoir les stocker préalablement ou entre la déconstruction et la reconstruction où on va pouvoir dire on va se sourcer sur un chantier A, on va stocker et on va pouvoir relivrer sur un chantier B. Tout ça, c'est notre travail en fait. Donc c'est un projet qui se développe qui n'est pas encore totalement, on va dire, euh, bien développé, voilà. Enfin, mais en tout cas, on pousse pour cela et ensuite on propose la vente des matériaux si ce n'a pas été récupéré sur le chantier prévu en amont et via une plateforme aussi numérique sur le Grand Est qui s'appelle par exemple réemployer.fr. Vous pouvez aller faire un tour, vous verrez, vous pouvez cliquer, c'est aussi à base d'une carte et vous voyez les matériaux qui sont disponibles sur les différents sites de réemploi. Voilà, dans le Grand Est, c'est ce qui essaie de se développer. Et nous, au niveau de B2R, on est parti sur le constat qu'il y avait certains matériaux qui étaient réemployables, mais pas tout. Je vous ai montré tous les matériaux avant sur le slide. Et en fait, certaines portes, certaines applications ou d'autres éléments, c'est compliqué de les réemployer. Donc nous, on est vraiment parti focus sur trois matériaux, les sanitaires, donc soit urinoir, vasque, bidet, enfin pas bidet, mais bon, vidoir, WC suspendu, WC sur pied, tout ça. Ça, on se dit que c'est vraiment tout ce qui est à base de céramique, c'est vraiment quelque chose qui est réemployable facilement. Il faut juste y aller sur un curage préservant et ne pas y aller à la masse. Donc, comme dit, ça prend plus de temps, ça coûte plus cher, mais derrière, on préserve des ressources. On évite d'envoyer tout ça à la benne. C'est quand même volumineux et c'est quand même dense. On part aussi sur les rails de chemin de câble qui peuvent aussi servir sur d'autres applications facilement et les dalles de faux plafond. Il y a moins de succès pour ça, mais on pense que sur certains types de dalles de faux plafond, il y a des choses à faire. Donc, de partir sur des réemplois, ça économise des ressources, ça évite des déchets. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de développer au maximum dans le Grand Est. Il y a d'autres applications, il y a plein d'acteurs. On peut avoir Mineka, on a Cycle Up sur Paris, on en a plein qui se développent.
que ce soit ça. Au niveau du tri en pied de chantier, pour revenir sur le tri en pied de chantier, il y a des acteurs sur l'ouest, Tri and Collect qui se développe. Voilà, ça commence, la filière monte en puissance, mais on est toujours sur du balbutiement, on est sur des acteurs qui sont volontaires. Et c'est là où, oui, les éco-organismes devraient un petit peu plus pousser pour que tout ça, ça se développe, pour qu'on arrive à augmenter tout ça. Voilà. Je vais m'arrêter là pour les applications et je reste disponible pour vos questions. Merci Geoffrey pour cette revue de l'écosystème des acteurs du recyclage, du tri et de la collecte, avec aussi le prisme des acteurs du réseau récif que tu représentes et que tu as aussi cité dans les différentes régions, et aussi avec des applications concrètes comme le recyclage des menuiseries vitrées en boucle fermée. Euh, on avait déjà quelques questions, remarques qui avaient été partagées lors de la première partie, euh, notamment au sujet du réemploi. En effet, le réemploi est balbutiant, avec des acteurs qui se cherchent et qui n'ont pas toujours les moyens de faire avancer le changement, mais les partages d'expériences sont nécessaires, les concepteurs pour l'inventivité des détournements et intégrations, les artisans pour la connaissance fine de la matière et des matériels, et les associations pour le temps de remise en état et la logistique. Du coup, un petit warning par rapport aux maîtres d'ouvrage qui souhaiteraient aller trop loin. On peut desservir le réemploi si on exige des tonnages ou des pourcentages de réemploi trop importants avec des matériaux de mauvaise qualité, des quantités insuffisantes ou des partenaires inexistants. Si je peux compléter, c'est vrai que euh, on doit y aller déjà, on doit lancer le réemploi, mais c'est vrai que vu que les acteurs sont sur le lancement, bah, c'est pas toujours simple et c'est déjà d'y aller petite échelle, mais d'y aller, et c'est là où ça permettra de développer tout ça. Mais c'est vrai que, et puis nous, quand on va se sourcer, voilà, c'est ça, se sourcer sur des sanitaires, ben, on va pas pouvoir réemployer tous les types de sanitaires. Donc, on va faire des expertises, on va regarder, et il y a des choses qui sont pas réemployables. Et donc, le réemploi doit rester sur des produits de qualité. Parce que si on commence à vouloir faire du réemploi sur des produits qui sont de mauvaise qualité, qui ne remplissent pas les cahiers des charges, ou qui sont voués. C'est pour ça que nous, on s'est aussi arrêté à trois types de déchets. Tout vouloir réemployer n'est pas forcément possible. Donc, c'est une gestion fine de cette question-là qui nécessite vraiment une implication de tous les acteurs pour vraiment que la chaîne globale, elle puisse être bien coordonnée et que les process puissent bien être coordonnés pour pouvoir avoir un réemploi de qualité. Parce que si le réemploi ne sera pas de qualité, ben, on ne changera jamais les manières de faire, en fait. Mm. Après, ce qu'on voit bien aussi à travers ta présentation, c'est que non seulement on préserve la ressource, mais on recrée de l'emploi local. Tout à fait. Et ça, c'est très important pour nos territoires, de pouvoir se recréer une activité, de créer une nouvelle activité économique liée à cette filière. Ben nous, on a pu se développer par rapport au recyclage, le réseau récif également. Donc vraiment, c'est des métiers d'avenir. Et comme dit, hein, ben, il y a un gros potentiel parce que quand on voit les volumes qu'on fait en menuiserie vitrée, on a une marge conséquente. Enfin, on a vraiment une grande marge de développement. Et le réemploi, idem. Mais c'est vrai que l'emploi local, il pourrait être boosté énormément par rapport à toutes ces activités. Peut-être une question sur sur la plateforme B2R, avec quel type de maître d'ouvrage vous travaillez autour de cette plateforme, sur quel type de projet travaillez-vous sur la plateforme? Alors nous, clairement, on est en lien. B2R, c'est un accord, enfin un développement entre Réseau Origami et BOMA Les Bonnes Matières. BOMA est un bureau d'études diagnostiques matériaux qui fait donc des diagnostics PEMD, diagnostics déchets sur les différents chantiers de déconstruction et qui va, par rapport à ces diagnostics, préconiser du réemploi, du recyclage ou autre chose par type de matériaux. Et c'est vraiment avec BOMA qu'on a décidé de lancer la plateforme B2R. Et c'est BOMA qui, en amont des chantiers,
des liens avec les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, donc que ce soit des bailleurs ou des bailleurs sociaux, bailleurs privés, bailleurs publics. Mais en tout cas, c'est BOMA qui essaie de développer au niveau des cahiers des charges, au niveau des rédactions des cahiers des charges, des constructions, de dire, ou de construction justement, de dire il faut intégrer du réemploi dans tel et tel. Alors, c'est pas facile hein, de changer les pratiques parce que souvent, quand on dit vous devez intégrer, je sais pas, 1% de réemploi dans votre chantier, les acteurs, ils sont perdus, hein, ils savent pas trop quoi faire. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des applications concrètes qui se développent sur les territoires. Donc, c'est vraiment une montée en puissance de tous les acteurs en même temps. Et c'est là où tous les acteurs concepteurs doivent aussi ne pas être trop réfractaires ou frileux à faire du réemploi sur leur chantier. Mhm. Une question justement sur l'anticipation du type de déchet qui sera produit à grande échelle. Donc, est-ce qu'on peut anticiper ces éléments et envisager sa revalorisation dans une nouvelle architecture de façon plus globale? Anticipation, je vois pas. Enfin, Bah, on a ouais, pardon. oui, bah, j'imagine que c'est sur, sur les modes de construire, en fait, Oui, dans la conception, en fait, d'intégrer déjà tout à peut-être fait. des éléments qui sont liés à la déconstruction le plus en amont possible et d'avoir à un moment donné cette base aussi d'être en connaissance de cette base de gisement pour pouvoir adapter la conception avec l'existant. Et peut-être que ça, c'est des choses que vous constatez dans les programmes avec les maîtres d'ouvrage avec lesquels vous travaillez sur la plateforme. Oui, après oui, alors nous, pour l'instant, hein, c'est le début, hein, donc c'est plutôt. Ils ont une idée, ils se disent, ah bah voilà, on a besoin de réemployer du sanitaire, mais c'est vrai. Et donc, ils viennent se sourcer. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être envisageables en conception d'un chantier en disant, si c'est une réhabilitation, essayer de récupérer le maximum d'éléments du chantier pour les remettre. Voilà, donc je reviens toujours sur le sanitaire. Si c'est une salle des fêtes ou chose comme ça et que qu'on remplace un urinoir par un autre urinoir, on peut remettre le même en fait, hein. Mm, Mais tout ça, ça se réfléchit en amont, ça se prépare. Il faut surtout pas penser le réemploi en bout de chaîne. mm, Ça va pas marcher. Donc vraiment, le réemploi, il est à la rédaction des marchés, des choses comme ça. C'est là-dessus qu'on arrive à prévoir les choses et à les prévoir bien et à les mettre en œuvre. mm. On avait une question aussi au sujet du recyclage des menuiseries avec gaz argon. Est-ce que c'est possible de le Il y a- recycler? Oui, oui. Alors normalement, nous, on n'a pas de, on avait cette question-là, gaz argon. Alors il y a pas de, il y avait une question là-dessus, mais c'est normalement actuellement dans les menuiseries qu'on recycle, il y a pas de souci par rapport à ça. On a plus des problématiques amiantes où là-dessus on est vraiment obligé de faire très attention. Et là, il y a des questions qui relèvent, mais le gaz argon n'est pas un sujet important. Et pour rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la valorisation et les phases des constructions, on a une remarque d'une architecte qui nous dit il faut surtout exclure les matériaux pas nobles et les matériels jetables, puis exclure les collages dès qu'on peut pour la séparabilité, au moins pour le recyclage. Donc aussi sur les modes de pose et d'assemblage. Ça, c'est l'éco-conception, hein, tout à fait. Et nous, on a eu aussi une application, juste pour revenir, on a eu un chantier spécifique qui est en déconstruction sur Strasbourg. Et on a récupéré d'anciennes menuiseries vitrées d'il y a 50 ans en bois, simple vitrage. Voilà, on a essayé de récupérer au maximum le verre et tout. Et on a eu une demande des architectes qui nous ont demandé de déferrailler tous ces éléments, de ne laisser plus aucun élément en ferraille, donc juste de récupérer les tasseaux, les morceaux, les lames de bois, pour ensuite pouvoir les stocker sur le chantier, qui vont être intégrés sur un prochain appel d'offres via des menuisiers qui vont pouvoir faire du mobilier en lamellé collé, ça me fait penser à ça, pour être réintégrés sur le chantier.
Donc là, on est vraiment sur une application de recyclage assez poussée et qui permettra, bah, après, les panneaux pourront toujours être récupérés dans 50 ans pour avoir une autre application. Mais là, on a vraiment poussé le recyclage très loin. C'est une toute petite une demande de précision sur l'argon étant un gaz à effet de serre. Quand on le casse, on le libère. Est-ce que ça peut poser souci ou a pu poser souci dans le processus? Alors, bah, de toute façon, alors nous on n'a pas, c'est pas un sujet qu'on a vraiment évoqué. Alors, ça libère des gaz à effet de serre, mais de toute façon, quand on va être sur de l'incinération ou d'autres choses, on va libérer aussi ces gaz à effet de serre. Voilà. Donc, nous, on n'a pas de solution par rapport à ça actuellement. Oui, ça se libère, on est bien d'accord, mais pour l'instant, on voit pas trop comment éviter cela. Mhm. Et quelques remarques sur la place de l'humain et du social dans ce process, Mm. sur le fait que les métiers doivent se compléter, qu'il y a déjà des compétences très fortes qui sont requises pour la conception et l'analyse, pour la connaissance de la matière, que l'insertion est un métier à part et qui n'a peut-être pas la vocation à répondre à tout, et qu'il faut aussi des emplois fixes pour permettre une structuration économique. Enfin, voilà, Oui. pour que Ouais, ouais. Nous, par exemple, dans nos structures, hein, on a des agents en insertion qui vont, on va dire, pour l'instant, être les petites mains du recyclage, mais on a besoin quand même des éléments structurels pour pouvoir développer la filière, les process et des choses comme ça. Donc, on aura toujours des personnes qui vont rester dans nos structures, qui vont superviser tout ça. Et après, nous, c'est vraiment notre vocation, c'est vraiment que ce soit un passage pour pouvoir contribuer à l'économie circulaire, mais que les personnes ne fassent pas ça toute leur vie. Casser de la fenêtre pendant 2 ans, c'est pas la même chose que casser de la fenêtre pendant 10 ans ou 20 ans. Donc, on pense que ces métiers-là peuvent être un bon tremplin justement pour permettre à des personnes de développer leurs compétences, de se remettre enfin, qui ont eu des difficultés d'emploi et se former à d'autres métiers et de partir. Et nous, on est content quand les personnes partent avec un autre métier à la clé. Mais c'est vrai que structurellement, il faut qu'il y ait quand même un maillage qui soit fort, avec des process qui soient bien posés. Mais après, on peut avoir du turnover au niveau de la réalisation, il n'y a pas de souci. Enfin, je le vois comme ça, hein. C'est comme ça que je réponds à la question. Je ne sais pas si je tape à Mhm. côté ou pas. et la question aussi du coût du travail dans les aspects économiques d'un projet. Est-ce que c'est possible de réduire ces coûts et comment le gérer lors de la conception et la programmation de la vie de l'objet? Vaste question. Vaste question. Alors, moi, étant en bout de chaîne, oui, sur la conception du projet, du produit, ouais. Non, je ne saurais pas trop quoi répondre par rapport à ça. Désolé. Sur, sur la demande que vous avez, une question sur arrivez-vous à répondre aux demandes avec le réemploi? Donc, par exemple, avec les sanitaires ou dalles de faux plafond, arrivez-vous à fournir en quantité suffisante ou est-ce en complément dans le projet? Et quid de l'acceptation par le maître d'ouvrage de Alors, la mixité des équipements? tout à fait. Pour l'instant, hein, on va pas se cacher, on essaie de développer, mais il n'y a pas trop de demandes. À part les sanitaires, ça commence, mais comme dit, on est vraiment au balbutiement. Les gens sont très réfractaires à remettre du réemploi. C'est des questions d'assuranceabilité. Alors c'est vrai qu'on est un peu en retard, je pense, dans le Grand Est par rapport à d'autres applications. Mais nous, c'est vraiment le but d'ici l'année prochaine, c'est de développer cette filière-là pour faire un équilibre, parce que c'est ça qui nous manque, hein, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande. Hein. C'est qu'à un moment, on n'a pas beaucoup de demandes parce qu'on nous dit, ah, mais là, il faudrait que vous ayez du stock. Et puis nous, derrière, Mm. ce pouvoir en stock, ça veut dire de forts coûts, de fortes charges. Donc, il faut aussi qu'on limite ça. Donc, c'est vraiment de construire avec les acteurs des projets où on dit, ben voilà, et en plus, le bâtiment, c'est du temps long.
quand on est au niveau de la rédaction des marchés jusqu'à la finalisation d'une reconstruction, déconstruction, bah, on a beaucoup de temps qui passe. Donc tout ça pourrait être fait main dans la main en se disant, bah voilà, sur un élément comme ça, on voudrait mettre tant et tant de sanitaires de réemploi. Et nous, ça nous laisse le temps d'aller nous sourcer en fait. Mais actuellement, on n'a pas les reins suffisamment solides pour pouvoir se permettre de supporter ces coûts. Et donc, c'est là où l'offre et la demande doivent travailler ensemble. Et c'est pour là on doit créer vraiment un développement de réseau commun. Oui, et puis a Et, priori, oui, pour compléter, enfin, ça se structure a priori aussi au niveau territorial avec les catalogues de matériaux de réemploi, les sites Tout à internet dont fait. tu parlais qui Oui, référencent aussi toute cette matière et qui peut permettre aussi d'avoir ce turnover qui est assez important pour que ce soit acceptable au niveau des temps de stockage aussi, ou alors même auprès de certains gros maîtres d'ouvrage d'avoir aussi cette démarche qui s'organise entre les chantiers et avec un stockage du coup aussi côté maîtrise d'ouvrage. tout à fait. et pour continuer sur les leviers qui peuvent favoriser ces pratiques, est-ce que les assurances commencent à suivre, à vous suivre sur ce type de Non, projet, pas. les Alors, bureaux de contrôle, enfin tout bon, le... c'est des questions qui se sont posées. On avait un groupe de travail, nous, avec l'Eurométropole de Strasbourg, et c'est vraiment les questions qui venaient beaucoup et qui vont devoir avancer dans les prochains temps. C'est que il faut vraiment qu'on ait, alors soit on certifie nous-mêmes nos matériaux et on prend le risque nous-mêmes en disant, bah voilà, s'il y a un défaut sur un ou 2 ans, on va vous le remplacer, ou alors devoir développer tout ça avec, oui, des bureaux de contrôle et tout, mais c'est vraiment des questions, on est encore au début, hein, donc c'est dans la prochaine année, c'est vraiment, il va falloir qu'on monte à l'échelle par rapport à ça. Tout à fait. Très bien. Je crois qu'il n'y a plus de questions ou de remarques dans la partie de chat. Donc, bah, on vous remercie toutes et tous pour votre participation active à ce troisième webinaire du cycle changement climatique, transition écologique et éco-conditionnalité, les enjeux et les solutions, proposé par la région Bourgogne-Franche-Comté en collaboration avec la SCOP Les Deux Rives. Merci Geoffrey de nous avoir partagé ton expertise et ses retours d'expérience. Merci. Donc, avec des grandes échelles de valeur aussi en tête, 70% des déchets produits par le BTP en France. On se rend compte bien sûr que le gisement est énorme, d'autant pour assurer une demande de matériaux qui va tripler d'ici 2050. Les leviers réglementaires et le jeu d'acteurs se structurent, les initiatives locales sur les territoires se multiplient et le partage de retours d'expérience et d'expertise, comme cela a été le cas aujourd'hui, nous font penser qu'on va quand même dans la bonne direction et avec notamment l'exemple que tu présentais de recyclage en boucle fermée en chantier. Et aussi avec une vocation sociale qui allie enjeux environnementaux et enjeux sociétaux. Et pour poursuivre ce cycle de webinaires, vous avez les dates qui s'affichent à l'écran. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera sur le sujet de la sobriété foncière, mardi 26 novembre à la même heure de 11h30 à 13h. Nous l'animerons avec l'expertise de Christian Charignon, architecte urbaniste, gérant de Techné, cofondateur de l'agence Lieu Fauve. Et les inscriptions sont toujours ouvertes via le lien fourni par la région Bourgogne-Franche-Comté que nous allons vous partager dans le chat. Stéphane, si tu souhaites dire quelques mots sur les ressources en ligne, sur le site internet de la région et les replays à venir suite à ce cycle de webinaire. Oui, donc à l'adresse indiquée là sur la slide, vous pourrez retrouver notamment un petit motion design qui récapitule ce qu'on essaye de faire avec ce référentiel éco-conditions. Vous retrouverez aussi un début de ressources bibliographiques pour chacune des thématiques. Alors, pour l'instant, il n'y a que quelques documents. On va le nourrir au fur et à mesure et on va agrandir cette base de données pour que vous puissiez trouver des documents qui correspondent à votre niveau de connaissance, du plus bas au plus élevé. Et puis, on mettra aussi sur cette page les replays, les diaporamas. Mais ça sera fait à la fin du cycle, donc courant décembre. Et voilà, et merci à tous Et d'avoir merci participé à ce webinaire. Merci à toutes et à tous. Merci pour la richesse des échanges aussi dans le chat.
Et on On se essaye retrouve. on essaye de transcrire de façon le plus fidèle possible aussi. Et bah, bonne journée, bon appétit Bon et à la appétit, semaine Bon à la prochaine. semaine Et à appétit. la semaine prochaine. prochaine. Merci. Merci, merci Geoffrey et merci à toutes et Merci à à tous. vous. Bonne journée, au revoir. Au revoir. À bientôt.